Bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire, on va dire, une vidéo bonus, comme je fais de temps en temps, comme j'ai fait pour le protocole de Toronto, ou la prophétie de Saint-Jean, de Jérusalem. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de faire la lettre de votre Dieu suprême, Emmanuel Macron, omnipotent, omniscient, omniprésent, qui a envoyé, soi-disant, une lettre aux Français, dont je ne fais pas partie, je suppose, puisque je ne l'ai pas reçue. Donc aujourd'hui, je vais vous lire sa lettre, qui fait 5 pages, donc grosse lettre quand même, hein. Je vais vous expliquer comment on va faire, pour pas que ce soit ennuyeux. Il faut savoir qu'il y a deux personnages. Donc nous avons Emmanuel Macron, qui parle, et puis nous avons... Alors, je suppose un Français lambda qui lui poserait des questions, ou peut-être lui qui s'autopose la question, je sais pas. En tout cas, on a une personne dedans qui lui pose des questions, dont bien sûr il ne répond pas. Voilà. Je ferai le Gaulois réfractaire, la personne qui n'est rien, donc le peuple, donc la Marseillaise de base. Alors, le président de la République. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes, dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. La France n'est pas un pays comme les autres. Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs. L'exigence d'entraide et de solidarité plus forte. Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens paient un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous, indépendamment de la situation et de la fortune. Les difficultés de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontées grâce à l'effort partagé par tous. C'est pourquoi la France est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires. C'est aussi une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d'opinion, de conscience, de croyance ou de philosophie. Et chaque citoyen a le droit de choisir celles et ceux qui porteront sa voix dans la conduite du pays, dans l'élaboration des lois, dans les grandes décisions à prendre. Chacun partage le destin des autres et chacun est appelé à décider du destin de tous. C'est tout cela, la nation française. Comment ne pas éprouver la fierté d'être français? Je sais, bien sûr, que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère, parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n'offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d'où l'on vient. Tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. Cette ambition, je la partage. La société que nous voulons est une société dans laquelle, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d'efforts et de travail. En France, mais aussi en Europe et dans le monde, non seulement une grande inquiétude, mais aussi un grand trouble ont gagné les esprits. Il nous faut y répondre par des idées claires. Mais il y a pour cela une condition, n'accepter aucune forme de violence. Je n'accepte pas la pression et l'insulte, par exemple sur les élus du peuple. Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la mise en accusation générale, par exemple des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Afin que les espérances dominent les peurs, il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes questions de notre avenir. C'est pourquoi j'ai proposé et je lance aujourd'hui un grand débat national qui se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. Depuis quelques semaines, des maires ont ouvert leur mairie pour que vous puissiez exprimer vos attentes. J'ai eu des premiers retours que j'ai pu prendre en compte. Nous allons désormais entrer dans une phase plus ample et vous pourrez participer à des débats près de chez vous,
ou vous exprimer sur Internet pour faire valoir vos propositions et vos idées. Dans l'Hexagone, outre-mer et auprès des Français résidant à l'étranger, dans les villages, les bourgs, les quartiers, à l'initiative des maires, des élus, des responsables associatifs ou de simples citoyens. Dans les assemblées parlementaires comme régionales ou départementales. Les maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc l'intermédiaire légitime de l'expression des citoyens. Pour moi, il n'y a pas de question interdite. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. Et peut-être découvrirons-nous que nous pouvons tomber d'accord, majoritairement, au-delà de nos préférences, plus souvent qu'on ne le croit. Je n'ai pas oublié que j'ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations auxquelles je demeure fidèle. Je pense toujours qu'il faut rendre à la France sa prospérité pour qu'elle puisse être généreuse, car l'un va avec l'autre. Je pense toujours que la lutte contre le chômage doit être notre grande priorité et que l'emploi se crée avant tout dans les entreprises et qu'il faut donc leur donner les moyens de se développer. Je pense toujours que nous devons rebâtir une souveraineté industrielle, numérique et agricole et pour cela investir dans les savoirs et la recherche. Je pense toujours qu'il faut rebâtir une école de la confiance, un système social rénové pour mieux protéger les Français et réduire les inégalités à la racine. Je pense toujours que l'épuisement des ressources naturelles et le dérèglement climatique nous obligent à repenser notre modèle de développement. Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif, environnemental et européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations, ma détermination n'a pas changé. Mais je pense aussi que ce débat peut sortir une clarification de notre projet national et européen, de nouvelles manières d'envisager l'avenir, de nouvelles idées. À ce débat, je souhaite que le plus grand nombre de Français, le plus grand nombre d'entre nous, puissent participer. Ce débat devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines. C'est pourquoi, avec le gouvernement, nous avons retenu 4 grands thèmes qui couvrent beaucoup de grands enjeux de la nation. La fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Sur chacun de ces thèmes, des propositions, des questions sont d'ores et déjà exprimées. Je souhaite en formuler quelques-unes qui n'épuisent pas le débat, mais me semblent au cœur de nos interrogations. Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l'action publique. L'impôt est au cœur de notre solidarité nationale. C'est lui qui finance nos services publics. Il vient rémunérer les professeurs, pompiers, policiers, militaires, magistrats, infirmières et tous les fonctionnaires qui œuvrent à votre service. Il permet de verser aux plus fragiles des prestations sociales, mais aussi de financer certains grands projets d'avenir, notre recherche, notre culture, ou d'entretenir nos infrastructures. C'est aussi l'impôt qui permet de régler les intérêts de la dette très importante que notre pays a contractée au fil du temps. Mais l'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s'investir dans les entreprises, créant ainsi de l'emploi et de la croissance. Et il prive le travailleur du fruit de leurs efforts. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela afin d'encourager l'investissement et faire que le travail paie davantage. Elles viennent d'être votées et commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière transparente et avec le recul indispensable. Nous devons en revanche nous interroger pour aller plus loin. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus efficace et plus juste? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité? Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire? Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? À l'inverse,
Voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer? Notre modèle social est aussi mis en cause. Certains le jugent insuffisant, d'autres trop cher en raison des cotisations qu'ils paient. L'efficacité de la formation comme des services de l'emploi est souvent critiquée. Le gouvernement a commencé à y répondre après de larges concertations à travers une stratégie pour améliorer notre santé, pour lutter contre la pauvreté et contre le chômage. Mais comment mieux organiser notre pacte social? Quel objectif définir en priorité? Le deuxième sujet sur lequel nous devons prendre des décisions, c'est l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Les services publics ont un coût, mais ils sont vitaux. Écoles, police, armée, hôpitaux, tribunaux sont indispensables à notre cohésion sociale. Y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveau des collectivités locales? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens? À quel niveau et pour quels services? Comment voudriez-vous que l'État soit organisé et comment peut-il améliorer son action? Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment? Comment l'État et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté? Et que proposez-vous? La transition écologique est le troisième thème essentiel à notre avenir. Je me suis engagée sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre les réchauffements climatiques et la pollution de l'air. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impérieuse nécessité d'agir vite. Plus nous tardons à nous remettre en cause, plus ces transformations seront douloureuses. Faire la transition écologique permet de réduire les dépenses contraintes en carburant, en chauffage, en gestion des déchets et en transport. Mais pour réussir cette transition, il faut investir massivement et accompagner nos concitoyens les plus modestes. Une solidarité nationale est nécessaire pour que tous les Français puissent y parvenir. Comment finance-t-on la transition écologique? Par l'impôt, par les taxes? Et qui doit être concerné en priorité? Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous? Par exemple, pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture. Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier? Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir, qui doit être conçues plutôt au niveau local que national? Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale? La question de la biodiversité se pose aussi à nous tous. Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard? Comment faire partager ces choix à l'échelon européen et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers? Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu'il nous faut redonner plus de force à la démocratie et à la citoyenneté. Être citoyen, c'est contribuer à décider de l'avenir du pays par l'élection de représentants à l'échelon local, national ou européen. Ce système de représentation est le socle de notre République, mais il doit être amélioré car beaucoup ne se sentent pas représentés à l'issue des élections. Faut-il reconnaître le vote blanc? Faut-il rendre le vote obligatoire? Quelle est la bonne dose de proportionnel aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politiques? Faut-il, et dans quelle proportion, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d'élus? Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Faut-il les transformer? Et comment? En outre, une grande démocratie comme la France doit être en mesure d'écouter plus souvent la voix de ses citoyens. Quelle évolution souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative? Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort,
à la décision publique? Faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative? La citoyenneté, c'est aussi le fait de vivre ensemble. Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les persécutions et ont cherché refuge sur notre sol. C'est le droit d'asile qui ne saurait être remis en cause. Notre communauté nationale s'est aussi toujours ouverte à ceux qui, nés ailleurs, ont fait le choix de la France, à la recherche d'un avenir meilleur. C'est comme cela qu'elle s'est aussi construite. Or, cette tradition est aujourd'hui bousculée par des tensions et des doutes liés à l'immigration et aux défaillances de notre système d'intégration. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation? En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement? Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer? La question de la laïcité est toujours en France sujet d'importants débats. La laïcité est la valeur primordiale pour que puissent vivre ensemble, en bonne intelligence et en harmonie, des convictions différentes, religieuses ou philosophiques. Elle est synonyme de liberté parce qu'elle permet à chacun de vivre selon ses choix. Comment renforcer les principes de la laïcité française dans le rapport entre l'État et les religions de notre pays? Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République? Dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre pour répondre à ces questions déterminantes pour l'avenir de notre nation. Je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n'importe quel sujet concret dont vous auriez l'impression qu'il pourrait améliorer votre existence au quotidien. Ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Ce n'est ni une élection ni un référendum. C'est votre expression personnelle correspondant à votre histoire, à vos opinions, à vos priorités, qui est ici attendue sans distinction d'âge ni de conditions sociales. C'est, je crois, un grand pas en avant pour notre République que de consulter ainsi ses citoyens. Pour garantir votre liberté de parole, je veux que cette consultation soit organisée en toute indépendance et soit encadrée par toutes les garanties de loyauté et de transparence. C'est ainsi que j'entends transformer avec vous les colères en solutions. Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Je vous rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puissent participer à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l'avenir de notre pays. En confiance, Emmanuel Macron. Voilà. Maintenant, vous saurez ce qu'a dit Macron dans sa lettre. La lettre du vide, quoi, tu vois. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous l'avez reçu. En tout cas, moi, ma mère, elle l'a pas reçu. Moi, je l'ai pas reçu. Je connais pas trop de monde qui l'ont reçu. Bon, alors, je sais pas qui l'a envoyé. Mais maintenant, vous saurez ce qu'elle contient. Les non-réponses aux questions. Hein, puisque à un moment donné, il y a 15 questions. Le mec, il a fait une ligne. Hein, voilà. Donc, je sais pas combien ça nous a coûté, ce truc, là, de 4 pages, de 5 pages. C'était le vide intersidéral. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.